Nous sommes en Grèce, en 31, avant Jésus-Christ. La guerre civile, qui fait alors rage dans la République romaine, prend un tournant décisif, avec la victoire du jeune magistrat romain Octave contre son ennemi militaire Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium. Cette bataille est décisive pour le peuple romain et marque le début d'une ère où les terres romaines seront dominées par un seul homme, celui qu'on appellera le princeps ou empereur, et marque donc ainsi la fin de la République romaine et le début du principat d'Auguste. Mais d'une manière plus secondaire, la défaite de Marc-Antoine, et donc par cela de l'Égypte, qui lui est alliée, provoque l'ajout des riches terres agricoles du Nil, en tant que province, directement sous l'administration de Rome, marquant le début d'un contrôle total et définitif de la Méditerranée par les Romains, durant le règne d'Auguste. Mais comment ce contrôle s'est-il fait? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en nous intéressant aux moteurs, instruments, raisons et conséquences de l'expansion romaine. Rome, à l'époque de la République, n'est pas comme on l'entend aujourd'hui un régime libre. C'est un régime oligarchique, dans lequel les citoyens ne jouissent pas des mêmes droits politiques, civils et religieux. Le régime était censitaire. Chaque citoyen voyait sa place dans la politique déterminée par sa fortune, qui était recensée. Le système électoral fonctionnait ainsi sur le vote par un groupe classé selon sa richesse. La République romaine est aux mains d'un nombre restreint de grandes familles patriciennes, formant la nouvelle noblesse et fondant leur pouvoir sur l'argent, mais aussi le pouvoir militaire. La carrière politique et l'autorité qui en découle dépendent de la capacité à conduire les armées de la République à la victoire. Pas de guerre, pas de promotion et de butin, pas de promotion et de butin, pas de noblesse, eh bien pas de noblesse et donc pas de participation active à la politique. La compétition à l'intérieur de l'élite sénatoriale rend nécessaire pour les familles patriciennes l'obtention de capital matériel ou symbolique, pas la participation active aux conquêtes. Il y a donc à l'intérieur du régime romain un véritable besoin de guerre et de conflit pour assurer le renouvellement des institutions de direction. À partir de la représentation du fonctionnement de la politique républicaine romaine, la réponse est assez évidente, oui. Mais cet impérialisme, il reçoit un habillage idéologique. Il faut justifier au peuple les conquêtes. Cela ne se fait pas de conquérir sans raison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va dire que oui. Toujours est-il que la domination du monde est vue comme un devoir, une vocation. Les Romains perçoivent leur cité comme une entité supérieure, d'autant plus qu'il y a un lien entre victoire militaire et protection divine. Tant que les armées républicaines gagnent, cela signifie que les dieux les approuvent. Ainsi, les Romains fonctionnent bien dans une logique de conquête et d'expansion, que l'on appelle l'impérialisme, qui se traduit par la souveraineté du peuple romain et la domination que celui-ci exerce sur les autres peuples. Ainsi, on parle d'empire du peuple romain ou d'impérium. Ayant développé très tôt l'idée de l'honneur et de l'intérêt national, ils les associent ensuite au sentiment d'être la première puissance du monde. Ils se considèrent comme supérieurs à leurs voisins et comme porteurs d'une mission de civilisation des peuples conquis, en leur apportant la romanité. Cela les amène à ne pas avoir de rapport d'égalité avec les autres États, ce qui les pousse à mener des guerres d'anéantissement. Seule la reddition inconditionnelle est admise, ce qui pose des couleurs sur la méthode utilisée. Après la victoire complète, Rome impose au peuple vaincu une alliance ou un protectorat. Dans les deux cas, c'est Rome qui décide des conditions de la relation et ce qui est attendu comme type d'obéissance, montrant par cela une volonté de domination. Ce modèle de soumission, qui est exercé par Rome, est donc synonyme d'une volonté consciente d'acquérir un empire. Les conquêtes romaines ont donc bien des visées d'expansion. Cela nous amène donc à la manière dont sont faites les conquêtes et aux instruments de celles-ci. L'armée comme instrument principal, ce qui n'est pas une grande surprise et qui n'a pas beaucoup changé avec aujourd'hui. Cette armée romaine est composée majoritairement de citoyens romains, servant dans les unités militaires appelées légions. Le service est obligatoire pour tous au-dessus de 17 ans, et le volontariat est possible. À partir de -88, le recrutement civique est ouvert à toute l'Italie. La base mobilisable est donc d'environ 900 000 citoyens, bien que cela ait pu varier. L'équipement du fantassin est fourni par l'État depuis au moins le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, et gratuitement depuis Caius Gracchus. Mais le rééquipement se fait sur une déduction de la solde. Il faut pas déconner non plus, on est déjà assez sympa comme ça de vous fournir de quoi aller vous battre. Les conquêtes et leur maintien nécessitent la mobilisation permanente, d'environ 7 légions au IIe siècle, puis 14 légions au 1er siècle. L'armée tend donc à devenir de plus en plus professionnelle. Le métier des armes est vu comme permanent et non plus comme une participation à des campagnes limitées. Cela crée entre les soldats servant ensemble un fort sentiment d'adhésion et de fraternité et un respect certain pour les généraux qui les mènent. La Légion, qui est durant la République la base de l'armée, est une unité de fantassins lourds, disposant d'une large autonomie. Mais elle n'est pas la seule à faire la guerre.
Les alliés des Romains, Numides, Hispaniques, Gaulois, fournissent aux légions une cavalerie d'auxiliaires, les Romains étant de très piètres cavaliers. Ils servent pour la reconnaissance, l'approvisionnement, la sécurité des convois, le harcèlement des lignes ennemies, toutes les tâches que les légions seraient incapables d'accomplir, à cause de leur lenteur. Mais la légion seule n'aurait suffi à prendre un aussi vaste espace qu'est l'Empire romain lors de la République. Un élément important des conquêtes est l'opportunisme politique. Les 3 derniers siècles de la République sont une période d'accélération de la pénétration romaine en Méditerranée. Rome profite alors de l'éparpillement politique et de la rivalité entre ses adversaires. Par exemple, les cités grecques sont hostiles aux monarchies macédoniennes et syriennes. Ainsi, cela explique les raisons d'une expansion assez dispersée de Rome, qui se fait donc plus au coup par coup et par un système d'action-réaction. Un autre élément vital de la conquête romaine, et qui est lié dans une certaine mesure à la lenteur des légions, est la route. Non, pas l'autoroute, la route. Voilà, là c'est mieux. Pour Rome, les routes, elles servent aux conquêtes, à la pacification et à l'exploitation des territoires conquis, en permettant de circuler rapidement sur les régions occupées et donc de communiquer efficacement avec la capitale pour l'administration. Rome procède donc à la construction et à l'entretien de voies publiques, jalonnées de bornes et de stations. En province, le réseau routier est plus dense que celui d'Italie, résultat d'un ambitieux programme de construction et d'entretien. On retrouve par exemple plus de 3000 km de route en Gaule, bien que celui-ci soit à remettre en cause, car n'étant pas l'œuvre des seuls Romains, mais aussi des Gaulois, occupant déjà le territoire. Une des logiques que l'on retrouve dans les conquêtes romaines, outre un opportunisme presque charognard, c'est la volonté de Rome de rester correctement approvisionnée. La nécessité du contrôle des communications, et donc des routes en Méditerranée, permet de pleinement profiter des terres riches en blé, et donc de mettre rapidement en place le modèle romain, ce qui entraîne par exemple la provincialisation de la Sardaigne et de la Corse, mais aussi de la côte illyrienne, entre 238 et 219 avant Jésus-Christ. L'impérialisme romain prend donc une valeur plus importante pour la survie de la ville qu'est Rome, qui continue à évoluer et gagner en population au fur et à mesure des conquêtes. Mais l'installation de routes et l'impérialisme est aussi pour sécuriser les régions stratégiques. Ainsi, les provinces que nous venons d'évoquer deviennent, en plus d'être agricolement riches, particulièrement utiles pendant la Deuxième Guerre punique, en permettant à Rome de conserver un important contrôle sur la mer face à Carthage, et de ne pas être aussi impacté par la supériorité navale carthaginoise comme durant la Première Guerre punique, et donc de maintenir la plupart des batailles sur terre, là où les Romains ont une plus grande expérience. L'occupation de provinces stratégiques, comme raison de cet impérialisme, est directement visible et de manière bien plus simple lorsque le Sénat ordonne aux armées romaines, pour poursuivre la pacification de l'Hispanie, de conquérir la Gaule narbonnaise selon une progression d'est en ouest, entre 125 et 118 avant Jésus-Christ. Les raisons sont donc de faciliter les communications entre l'Hispanie et Rome en intégrant directement les territoires conquis et placés sous domination romaine des provinces importantes pour le commerce méditerranéen et continental entre les différentes parties de la République romaine. Mais toutes ces conquêtes et cet impérialisme, malgré leurs raisons et leur accomplissement, entraînent des conséquences pour la République romaine. Au contact des cités et royaumes grecs conquis entre -129 et -146, Rome connaît un processus d'hellénisation culturelle et politique. Sont introduits dans la cité les méthodes de l'histoire, de la philosophie, en particulier stoïcienne, mais aussi de la rhétorique, ce qui voit un renouveau de la culture dans l'État romain. Des divinités orientales intègrent aussi à ce moment le système des dieux romains, tel Dionysos ou Isis, modifiant une partie de l'équilibre religieux romain, en imposant une adaptation toujours plus importante, pour fonctionner sur un modèle multiethnique. Sur le plan économique, l'État romain s'enrichit grâce au butin et aux indemnités de guerre, surtout parce qu'elles ont été réclamées aux vaincus, mais aussi par l'ajout de nouvelles provinces au territoire romain, ou de tributaires contraints de payer l'impôt. Mais cela provoque un enrichissement des groupes sociaux variables. À la faveur de la participation aux guerres, l'élite romaine dispose de capitaux et d'un nombre important de terres, tandis que les plus pauvres n'en profitent finalement que peu et se retrouvent contraints à une forme d'exode vers les provinces nouvellement conquises, dans l'espoir de trouver des terres à cultiver. Mais aussi, l'esclavage devient un fait social majeur en raison de l'asservissement des prisonniers de guerre très nombreux à la suite des conquêtes romaines. L'afflux d'esclaves devient même si important qu'ils peuvent représenter de 30 à 70% de la population des régions d'Italie, encore renforcé par l'exode rural dont nous avons déjà parlé. L'expansion romaine apporte richesse à l'État, aux généraux, aux soldats, aux financiers et hommes d'affaires. Elle ouvre en fait de nouvelles possibilités au commerce et à l'acquisition de terres dans les provinces pour les nobles, et dans une moindre mesure pour les plus pauvres, bien que cela soit à remettre en cause. Mais elle entraîne un bouleversement social de la République, en lui intégrant des valeurs nouvelles par la conquête, la forçant à s'ouvrir à ces nouvelles possessions, en modifiant énormément son modèle économique. La plus grande des conséquences est finalement l'augmentation du prestige des généraux, qui petit à petit gagnent en puissance,
et affaiblissent le modèle républicain romain en le subvertissant. Les personnes sans argent et brisées par le nouveau système romain aux mains des élites rejoignent l'armée, les soldats luttant alors au nom de leur chef qui les entretient et les paye, et non plus de la République qui les a appauvris. En fin de compte, le début du Principat, provoqué par la bataille d'Actium, n'est que la juste continuité de cet impérialisme romain. La République ayant, par son impérialisme et ses conquêtes, planté les graines de sa propre chute, en ne réformant pas assez son système, devenu branlant. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, je n'ai abordé ici que les instruments principaux des conquêtes sous la République. Je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur l'impérialisme et l'expansion romaine en Méditerranée, de vous référer à la bibliographie en description pour en savoir davantage. À part cela, nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode de Moments d'Histoire, centré sur la Grèce et Sparte.